Bienvenue pour ce 9e épisode de mon podcast dédié à l'adoption de mon futur frog. Aujourd'hui, on aborde une question qui peut paraître simple au départ, mais qui soulève beaucoup de réflexions. Acheter son chien en France ou à l'étranger, quelles sont les différences? Entre coûts, éthique, législation et logistique, ce choix mérite d'être bien étudié. C'est parti pour explorer les avantages et les inconvénients de chaque option. Chapitre 9. Acheter un chien en France ou à l'étranger, quelle différence? Pourquoi envisager d'acheter à l'étranger? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à chercher un chien hors de France? Prix, rareté, qualité de la lignée, race spécifique. Dans mon propre cas, à chaque fois que j'ai eu besoin d'aller me renseigner pour regarder à l'étranger, je ne vais pas parler pour les autres, je vais vraiment parler pour moi dans ces podcasts-là. Je me suis d'abord tournée vers l'Australie. J'ai regardé au niveau de l'Australie au moment où j'ai voulu prendre un Boston Terrier exotique. Parce que j'ai vu que ça existait et ça m'emballait vraiment. Là, c'était vraiment du choix purement esthétique parce que les lignées françaises de Boston Terrier m'ont pas l'air si catastrophiques en soi. Mais j'ai vite déchanté quand j'ai vu les tarifs, hein. Ça je pense que j'en parlerai après. En tout cas, c'était clairement pas économique parce que je crois que ça montait au final avec entre l'exportation et le prix qu'ils mettaient là-bas, ça m'en serait venu au moins, je crois que sans exagérer, c'était entre 5 et 10 000 euros le chien. Donc autant te dire que ça m'a freiné. Après, je me suis renseignée pour les Boston Terriers, toujours dans la même optique, je vous en avais parlé dans des podcasts précédents. Les Boston Terriers qui, aux États-Unis, il y en a certains qui arrivent à en avoir, qui font presque 20 kilos. Ils sont géants, ils sont magnifiques, ils sont presque, ça fait presque des mini boxers. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui mettaient des comptes Instagram comme quoi ils voulaient travailler cette lignée. Au total, j'en connais 2 ou 3 qui sont aussi grands que ça. Et finalement, c'est des gens qui n'ont jamais été au bout des projets, donc je n'ai pas réussi à trouver de véritable élevage et de véritables projets d'élevage sur les Boston Terriers de 20 kilos. Mais quand je dis 20 kilos, c'est pas du 20 kilos obèse, hein, je spécifie bien, c'est que c'est du 20 kilos morphologique, c'est qu'ils ont été étirés et qu'ils font 5 fois la taille d'un... Enfin, je dirais peut-être pas 5 fois la taille, mais ils sont au moins 4 fois la taille d'un Boston Terrier classique. Hein. J'essaierai d'en partager sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Mais c'est quand même assez balèze. Donc je me suis renseignée là-dessus, mais il n'y avait pas réellement de vrai projet d'élevage. Ensuite, j'avais regardé pour prendre mon frog ou rétromob, ça dépendait de ce que je prenais. J'ai regardé les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse. Et donc je me suis renseignée pour ça. En Allemagne, j'ai aussi regardé pour tout ce qui est ligné beaucoup, tout ce qui est travail des nouveaux molossoïdes avec leur nouvelle législation du ce que j'appelle du 1 tiers, 2 tiers, donc 1 tiers de museau pour 2 tiers de, de taille de tête de crâne. Donc je m'étais renseignée un petit peu là-dessus. Donc c'était pas la rareté mais la spécificité aussi pour certaines races qui sont plus travaillées parce à l'extérieur parce qu'ils sont pas reconnus en France. Euh, Aussi parce on peut avoir raison parce qu'il y a certaines races qui sont tellement rares qu'en fait il y a presque que dans leur pays d'origine qui sont encore sauvés produits. Mais en tout cas voilà, pour les races principales sur lesquelles je me suis le plus renseignée au niveau d'aller chercher à l'étranger. Et sans compter l'époque où je me suis renseignée sur les différents types de chiens d'association, que ce soit les Bourbons de l'île de la Réunion, les chiens de fer de la Martinique, si je ne me trompe pas, Guadeloupe, Martinique, je crois que c'est Martinique, les, hum, les chiens roumains, les chiens, je sais plus ce qu'il y avait aussi, les chiens abandonnés d'Espagne. Mais tout ça, je m'étais renseignée vite fait, mais j'ai vite abandonné parce que ça me correspondait pas. Quels sont les pays les plus populaires pour importer un chien? Europe de l'Est, États-Unis, Espagne, Belgique, etc. Bon, la Belgique, forcément, j'ai toujours tendance à considérer nos homologues francophones comme pas une extension de la France, hein, voyez pas ça comme moi, nous meilleurs, nous la France machin, c'est juste que dans ma tête en tant que française, je considère comme extension de la France, comme vous en tant que belge, je pourrais prendre la France en option parce que l'avantage c'est qu'on est facile d'accès les uns aux autres, en dehors qu'il faut que notre chiot ait plus de 3 mois, parce que j'ai déjà eu un chien en Belgique, donc si j'avais trouvé des lignées intéressantes au niveau des carlins, etc., ou si jamais il y a une amie qui me faisait un SOS pour sauver un carlin, ce serait envisageable aussi. Ça dépendrait de plein de spécificités, mais je me comprends. Bref, ça me faisait. J'ai oublié de parler de la Belgique parce que la Belgique, oui, pour moi, c'est une option. C'est comme je dirais, j'irai au sud de la France, je pourrais aller en Belgique. Et je l'ai déjà fait et c'est plus facile parce que rien que il n'y a pas de barrière de la langue. Parce que si on va dans la partie francophone de la Belgique, c'est pas compliqué en soi.
Mais donc généralement les pays les plus populaires, en tout cas de ceux que j'ai retenus pour le plus les autres, c'est ceux qui vont quand tendance à aller beaucoup en Russie. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher des chiens en Russie. Notamment, j'avais vu des gens qui s'étaient fait importer des Laika de Yakoutie, qui s'étaient fait importer des corgis russes. Et moi, je sais qu'à l'époque où je me suis renseignée pour quelle race, j'ai un gros trou de mémoire, mais je sais que moi-même, j'avais eu... Ah oui, c'est les bulles terriers. En fait, si j'avais pris un bull... J'avais oublié cette race-là, j'en ai pas parlé depuis le début des podcasts, mais effectivement, c'était aussi une option pour moi. J'ai beaucoup réfléchi au bull terrier, et j'avais eu un coup de cœur pour les lignées russes des Boston terriers. Des Boston terriers, des bulles terriers. Allez comprendre pourquoi, mais j'avais vraiment, vraiment adoré les bulles terriers russes. Surtout les bulles terriers miniatures. Mais voilà, c'est souvent celles qui ressortent. Mais moi, ce que j'avais regardé de mon côté, c'était donc la Russie, l'Australie, les États-Unis, Canada pas spécialement. Même s'il y a certaines races quand même que j'avais regardées, c'était aux États-Unis des races qui étaient pas vraiment reconnues. C'est des races de molossoïdes primitifs qui sont chinois mais qui sont retravaillés aux États-Unis. Mais trop aléatoire sur la reproduction. Pareil pour les bullies, c'était un petit peu aléatoire tout ça. C'est vrai que le bully, j'ai pas parlé, je me suis renseignée du bully. Et que ça aussi, j'avais laissé tomber. C'est vrai qu'avec ces deux races, j'ai oublié de parler dans mes podcasts précédents, le bull terrier et le bully, que je m'étais renseigné, mais finalement, je me rends compte qu'au niveau caractère, vite fait, pour faire une petite aparté, le bully, j'avais pas pris parce que j'ai vu trop souvent de bully faire de la démotivation en laisse, on va dire ça comme ça. Alors, plus sur les miniatures que sur les standards, mais le nombre de fois où je suis des Instagrammeurs qui ont des bulles terriers, alors coucou à Suzy et Pawan notamment, qui m'ont dégoûté de prendre un bull terrier. Si c'est maman passe par là, désolé. Mais en fait, là, chaque fois que je vous ai vu avec les bulles terriers qui décidaient de ne plus marcher, de faire l'étoile sur le trottoir et de dire non, je n'avancerai pas, je vous avoue que ça m'intéresse pas. Moi, je compte faire de la rando ou quoi que ce soit avec mon chien, donc ça m'a un peu freiné. Et puis j'avais aussi peur de cette maladie que j'avais découverte sur le bull terrier où on les voit souvent tourner en rond et que ça pouvait être signe de problème de cerveau en fait. Donc voilà, à force de recherche, ça m'avait un petit peu réfréné. Et puis les bullies, en fait, j'ai peur parce que c'est pas très stable en France, qu'il y a du mal à trouver des élevages qui produisent une certaine taille sans hypertype, parce que moi je voulais les petits mais sans qu'ils soient avec les méga épaules rentrées, mais ils ont toujours un peu le dos tordu, la lignée je trouve qu'elle est pas super santé, c'est pas très clair, les élevages font un peu ça à la meilleure qu'ils veulent sans suivre vraiment de club de race. Donc j'étais pas folle et puis j'ai peur que à un moment donné la France fasse stop et qu'on se retrouve qu'il soit aussi sous le coup de la loi de 99. Donc à l'image des staffs qui se retrouvent réglementés, comme l'Angleterre a pété un câble aussi à leur sujet, qui se retrouvent réglementés, euthanasiés, régulés, sous couvert de port de muselière, assurance et patati patata. Je me suis dit, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment au sujet des bullies, donc je préférais ne pas m'attarder sur le coup de la race. C'est vrai que le Staffy aussi, je m'étais renseignée. Bon, ça a toute une histoire. Mais bref, il y avait tout le format du type pseudo museau un peu carré, pas forcément molossoïde, mais tout ce qui est dans cette gamme-là qui ressemble plus près ou de loin, qui fait moins de 20 kilos, quoi. Bref, pour en revenir au sujet de base, parce que je me suis éparpillée en repensant à tout ça. Le sujet m'a fait remonter quelques retours des mémoires sur mes 5 dernières années de recherche de mon futur chien. Donc y a-t-il des différences notables dans les méthodes d'élevage et les standards de race? Bien entendu que oui. Les méthodes d'élevage, je n'irai pas juger ce que font nos homologues, mais il y a du bon et du mauvais partout, même si pendant des années j'avais eu l'image que tous les chiens des pays de l'Est étaient des usines à chiots, alors que non, il y a des très bons éleveurs de reproducteurs qui sont aussi passionnés que nous, c'est juste que nous à l'époque, que des bons éleveurs n'importe où, il y a des, comme on dit, il y a des cons partout, et des intelligents aussi. Mais j'avais toujours cette image-là qu'on me disait toujours le cliché des pays de l'Est qui est pas très élevé socialement, qui est très sauvage et complètement con. Je dis les termes, c'était un cliché que j'avais et que je vois au fil des années que ce n'est pas forcément le cas, mais on a quand même le côté que, pourtant en Roumanie, il y a aussi le côté des chiens roumains maltraités, chopés au lasso et détruits par demande de la loi. Mais il y a quand même des lignées que s'il y a des gens qui essaient de faire de l'élevage là-bas, c'est aussi possible. Donc, mais les méthodes d'élevage, il n'y a pas de régularisation partout, et c'est d'ailleurs, pour faire une petite aparté, c'est la même chose au niveau de pourquoi aussi nos agriculteurs manifestent, parce qu'en fait ils commencent à ouvrir certaines autorisations qu'on aille prendre notre viande sur d'autres pays européens qui n'ont justement des problèmes de législation, donc c'est un peu trop facile de dire non mais en fait ils sont tous sur le même territoire mais il n'y a pas les mêmes éthiques, etc., qui doivent être respectées dans chaque pays, donc tant qu'il n'y a pas une directive pareille. Donc oui,
Les méthodes, les éthiques ne sont pas forcément pareilles. Je pense que les pays qui sont en ce moment avec une éthique très surveillée et la loi commence à imposer des choses, on est pas mal au niveau de ce que j'ai vu. Dites-moi si c'est le contraire ou si j'en oublie, si je dis des bêtises. Mais pour moi, les pays pour l'instant les plus safe au niveau éthique, ça reste l'Allemagne et de ce que j'ai vu, la Suisse. Mais vous en payez le prix, surtout au niveau de la Suisse. Vous payez vraiment le prix de l'éthique. Et au niveau des standards de race, bien entendu, parce que en France, bah, quand on voit les lignées de chaque pays, comment ils sont différemment, il y a beaucoup de races en France où le LOF ferme les yeux clairement sur l'hypertype qui est maintenant interdit dans beaucoup de pays dont l'éthique refuse de prévaloir le physique avant la santé. Les États-Unis sont pas très clean non plus, mais on est quand même, j'ai l'impression qu'on fait partie des pires à faire n'importe quoi. Mais les États-Unis sont pas mal non plus parce qu'il fait rien qu'à voir certaines de leurs lignées de bully ou ce qu'ils sont en train de faire du bulldog français à l'heure actuelle. Mamma mia, c'est horrible. Je vous sortirai de toute façon des vidéos d'exemples de ce que j'ai récupéré au fil du temps de l'hypertype bully et bulldog français qui sont en train de nous faire. Ils sont en train de revisiter la rage du bulldog français, c'est ignoble. Et pas que pour un choix esthétique, parce que chacun ses goûts, hein, comme on dirait, mais le problème c'est que ça va impacter aussi la santé du chien. J'ai eu peur du côté du Japon, mais les Japonais ont l'air de se calmer aussi sur l'hypertype du bulldog français. Mais bon, là-bas, ils ont tendance à transformer leurs chiens en cochon d'Inde pour mettre dans des cages, quoi. Bref, donc les démarches légales et sanitaires, quelles sont les règles importantes? Quelles sont les règles pour importer un chien en France? Vaccination, passeport européen, quarantaine, certificat vétérinaire. Alors ça, j'avais un certain flou. J'ai pas réussi à savoir entièrement. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à dire en commentaire pour aider d'autres personnes. En Europe, c'est pas très compliqué en soi. Vous pouvez le chercher partout où vous voulez en Europe. La seule chose qu'il va falloir qu'il soit fait, c'est que le chien ait obligatoirement plus de 3 mois et ait donc un passeport et soit vacciné contre la rage, avec un certificat de vente, un certificat vétérinaire et je crois que ça, dans sa globalité, c'est tout ce qu'il faut. Si vous le prenez dans d'autres pays, j'ai pas tout compris. Alors, quasiment dans le monde entier, de toute façon, il faudra qu'il ait passé la douane, enfin, il faudra qu'il a passé le test de certificat, etc. Mais j'ai pas tout compris. Ça avait été très flou sur le sujet quand je m'étais renseignée pour en prendre un aux États-Unis ou en Russie. Ça avait l'air de parler. Alors déjà, il faudra faire importer, il faut trouver quelqu'un qui vous le ramène de toute façon. Des fois, il y a des éleveurs russes qui viennent en voiture jusqu'en France. Je crois que ça évite les taxes. Ils font des groupés où ils viennent en voiture de Russie jusqu'en France pour déposer les chiens. Alors, avec l'Ukraine, je ne sais pas comment ça se passe à l'heure actuelle. Mais pour ceux qui prennent l'avion, j'ai l'impression que quand ils prenaient l'avion, s'ils arrivaient à l'aéroport, il y avait une espèce de système de douane et que tu pouvais payer 200 € de ce que j'ai vu avant de récupérer ton chien pour une taxe d'importation. Alors j'arrivais pas à savoir si c'était uniquement si le chien était sûr qu'il était pour de la reproduction ou non. C'était un flou, je n'ai rien compris là-dessus. Bref, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de démarches qui m'ont un peu freiné parce que j'ai rien compris. Justement, faut-il déclarer son chien à la douane? J'ai l'impression que si tu viens en voiture, il n'y a pas vraiment le cas, parce qu'en fait, il n'y a pas des douanes partout. Alors, je sais pas, bah, je pense que si de la Russie à l'Europe, il doit y avoir quand même un système de douane où il faut quand même qu'il soit déclaré, je suppose. Quand tu viens du sol du Maghreb, je sais qu'avec ils sont très frileux des chiens qui reviennent du Maroc parce que risque de rage là-bas qui fait encore beaucoup de ravages. Donc ça oui, je pense qu'il y a quand même une déclaration en douane et faut bien montrer patte blanche quand ton chien revient. La quarantaine, je ne sais pas si je sais pas s'il y a une seule quarantaine qui se fait en France. Je sais qu'il y a certains pays, si tu viens de la France, que tu vas par exemple habiter à Hawaï, tu as une quarantaine pour tes chiens. Mais dans l'inverse, je crois pas. Et je sais que si tu reviens, oui, du sol des États-Unis ou du Canada, bah, t'es obligé de passer par le système de l'avion parce que bah, les trois quarts des croisières pour chiens, ça ne passe pas. Donc, arrivé sur nos aéroports français, normalement, t'es censé passer par la douane et je crois que tu payes une taxe en passant la douane avec ton chien. Donc, quels sont les risques sanitaires potentiels? Maladies non présentes en France, conditions d'élevage douteuses. Donc, oui, bah, les conditions d'élevage, je dirais qu'elles sont aussi douteuses qu'en France, hein, donc c'est à vous de vous renseigner. C'est à vous de vous renseigner de par le bouche à oreille de gens qui sont déjà allés sur place ou des personnes qu'on suit vraiment de partout, même si, bah, si vous n'allez pas sur place, vous ne pourrez jamais savoir à 100%. Donc si vous avez l'occasion, je vous dirais payez-vous des vacances, allez chercher votre chien ou payez-vous des vacances, allez visiter l'élevage, quitte à ce que l'éleveur vous le ramène en importation après. Mais si vous avez moyen, déplacez-vous quand même, c'est moins chelou que de faire vraiment une commande type... pour de faire du AliExpress du chien. Et donc ouais, le risque sanitaire, maladie non présente en France, je pense moi à chaque fois de toute façon à la rage. Donc il y a des pays comme le Maghreb, bah, y a encore beaucoup de cas de rage là-bas. Après, dans les autres pays, je sais pas trop. Mais c'est principalement la rage dans lequel il faut faire super attention.
bah, ils soient pas importés en France, que ce soit bien vaccinés, que voilà, qu'il n'y ait pas de souci là-dessus. Parce que si vous ramenez la rage en France, parce qu'il y en a certains qui ramènent des chiens de manière totalement illégale, notamment du Maghreb, et bah, si vous ramenez des cas de rage en France, bah, en fait, on va retourner dans la sauce, et puis il y a plein de chiens qui seront abattus. Vous aurez tout gagné pour un côté égoïste. Donc le coût global de l'adoption à l'étranger, prix d'achat souvent plus bas, mais quels sont les frais cachés, transport, vétérinaire, formalités? Ça, c'est une question chelou parce que moi, quand je me suis renseignée, c'était tout sauf moins cher. Alors, oui, pour l'Allemagne, suivant ce que j'allais chercher, il y en avait. Il y a certains trucs, il y a certains, bah, genre les croisés, qui étaient logiquement moins chers parce que bah, c'est du croisé qui travaillent pour l'instant de leur côté, mais comme c'est pas hyper reconnu et recherché, c'est pas abusé. Par contre, pour tout ce qui est lignée travail à l'ancienne comme ils font maintenant en Allemagne ou en Suisse, ça coûte 3 fois plus cher qu'en France. Donc non, c'est pas une histoire de faire des économies. Si tu veux vraiment faire des économies en prenant un chien à l'étranger, c'est pas pour le payer moins cher, c'est si jamais tu passes en association. Mais ça, on en avait parlé dans une autre vidéo. C'est pas ouvert à la portée de tout le monde de prendre un chien, surtout des chiens qui ne connaissent pas du tout la vie de famille, qui ont vécu dans les rues, qui ont essayé de survivre comme ils peuvent, surtout que j'en vois pas mal en ce moment chez des comportementalistes canins, qui doivent bah, pas mal épauler des propriétaires qui ont décidé de prendre des chiens traumates de la rue, qu'ils emmènent en plein Paris. Et des chiens, ils veulent pas du tout s'y habituer. C'est un traumatisme. Il y a trop de monde, trop de circulation, trop par rapport à là où ils viennent. Donc pour le voyage du chiot, avion, transporteur spécialisé ou déplacement personnel, oui, vous avez ces 3 options-là. J'avoue que moi, je pense que si j'avais fait, surtout aux États-Unis, j'aurais été le chercher moi-même. Parce que ça m'aurait trop stressé encore une fois. Et puis parfois, soit il y a des gens c'est l'éleveur qui vient direct et tu le récupères à l'aéroport, etc. Mais je me suis dit que si je devais le faire, j'aurais préféré me déplacer. Mais quand je me suis renseignée pour l'Australie, que j'aille le chercher ou que que je le fasse venir, wow, ça aurait été très très compliqué. Ça aurait été très long et très fastidieux. Et pour l'Allemagne, bah, je m'étais renseignée, alors c'était au minimum 10 heures de route, donc c'est quand même assez conséquent, parce que je suis seule à conduire là-dessus. Conduire dans un pays étranger, bah, ça pour l'instant, je l'ai encore jamais vraiment fait. Euh, et puis après, sinon, il y avait le train, mais en Allemagne, c'était 12 heures de train. Waouh. Et puis sinon, je pouvais y aller en avion, mais pareil, c'est assez compliqué, surtout dans un pays dont je ne maîtrise pas du tout la langue et je ne parle pas assez l'allemand, ouais. Et mais même si de ce que j'ai vu, pas mal d'éleveurs que j'ai pu voir jusque-là qui justement font des races atypiques, des travails sur du croisé comme j'ai pu voir en Allemagne, etc. Ils ont quand même tendance à faire pas mal l'effort de parler anglais parce que même pour rechercher leurs reproducteurs à l'étranger, etc., ils ont besoin de parler anglais. Donc si vous parlez un peu anglais, généralement, il y a toujours moyen de discuter. Il y a quand même un effort qui est fait, même dans les pays qui sont un petit peu frileux à parler autre chose que leur langue natale, il y a quand même des efforts qui sont faits parce que justement ils veulent pouvoir travailler leur race à travers le monde. Donc comment éviter les arnaques et les usines à chiots qui pratiquent l'élevage intensif? Moi je vous dirais c'est de soit vous déplacer sur place si vous en avez les moyens, voir si la personne est quand même assez présente sur les réseaux sociaux et qu'elle semble assez transparente depuis des années sur ce qu'elle fait. Qu'on voit vraiment beaucoup de choses, après on n'est jamais à l'abri de rien tant qu'on ne sait pas déplacer, et même en se déplaçant on ne sait jamais ce que les gens nous cachent, hein. Ils peuvent vous montrer une maison factice et puis en fait ils ont une deuxième maison avec le côté plus sombre, mais ça c'est le trait de l'humain, on ne pourra jamais savoir à 100% ce qu'on nous cache ou ce qu'on nous révèle. Et puis après bah, c'est aussi, il y a des groupes Facebook ou des trucs comme ça qui sont créés sur le sujet, et il y a plein de gens qui se regroupent, et puis il y a du bouche à oreille où ça peut vous être conseillé de si tu recherches telle race dans tel pays, bah tiens on te recommande ça là, on lui a déjà envoyé de l'argent, elle nous a toujours envoyé le show correctement, elle a toujours été en bonne santé, bonne lignée, maintenant on l'a rencontrée en vrai, elle fait des expos mondiales, et puis à chaque fois on la rencontre, c'est une personne adorable avec un bon éthique, voilà. C'est beaucoup quand même de ce système là, de ce que j'ai pu voir, parce que oui c'est pas rien, envoyer 10 000 euros, 10 000 dollars ou je ne sais quoi à un éleveur, je pense que tu as envie de t'assurer que tu vas vraiment recevoir ton chiot parce que sinon ça te la fout mal, quoi. L'éthique derrière le choix du pays, la protection animale est-elle la même partout? Non. Alors déjà que c'est pas très glorieux en France, mais comme je vous prenais l'exemple le plus connu de tout ce qui est l'île de la Réunion, enfin pourtant c'est la métropole, hein, mais là-bas la législation, j'ai l'impression qu'ils se la foutent au 1. Et puis la Roumanie, l'Espagne, etc. L'éthique au niveau des chiens commence à évoluer avec les nouvelles générations, mais il y a toujours des fonds de campagne où c'est des racleurs qui éliminent les chiens dès qu'ils ne leur servent plus à rien de manière les plus atroces possibles. Il suffit pas juste de le tuer de manière propre, non, faut bien l'éclater, quoi.
Est-ce que l'achat à l'étranger soutient volontairement des élevages douteux? Non, c'est à vous de faire il faut pas mettre tout un pays en entier dans le même panier. C'est à vous de soutenir justement les personnes qui font les choses bien parce que justement, faut ouvrir le pays à la vue des autres, mais en montrant qu'il y a du bon et du mauvais partout comme d'habitude. Et c'est à vous de faire vos recherches et de pas juste craquer sur un chiot dont vous foutrez de l'état de la mer ou des autres chiots derrière. Peut-on vraiment vérifier les conditions de vie des chiots ou des parents à distance? Oui, il y a toujours moyen. Il y a peut-être des gens aussi qui peuvent. Maintenant, avec l'ère d'Internet, etc., il y a forcément moyen que si vous le demandez, je pense que les gens peuvent même vous faire un appel en visio pour vous présenter leur élevage, qu'il y a moyen que des gens y soient déjà déplacés et que le bouche à oreille se fasse, que vous-même allez vous payer, quitte à certains aiment bien se payer des vacances, allez dans les vacances là où vous allez compter aller chercher votre chiot, renseignez-vous et allez visiter l'élevage. Voilà, le petit défi. Les avantages de rester en France, soutenir les éleveurs locaux et les élevages responsables. Oh, non, je serais pas forcément d'accord avec ça. Là, on n'est pas dans soutenir nos éleveurs locaux en mode reproduction de vaches. Non, en fait, s'ils font de la. Je vais pas consommer local pour consommer local, en fait. Moi, j'ai plus tendance à vouloir prendre en France parce que, avec mes grosses crises d'angoisse et compagnie, à chaque fois que je me projetais d'aller chercher à l'étranger, si je ne suis pas totalement accompagnée par quelqu'un qui va me faire tout sous le nez de A à Z, déjà, je fais des crises d'angoisse à parler avec des Français dans mon pays. Je te dis pas parler une autre langue dans un pays que je ne connais pas, avec des mœurs que je connais pas, etc. J'ai essayé d'y penser, j'y arrive pas. C'est pas possible, j'arrive pas à franchir, donc je suis. Mon Dieu que je suis contente et j'espère qu'elle va maintenir son élevage, qu'il y ait du frog de produit en France. Donc visiter l'élevage avant de prendre sa décision, ça vous pouvez le faire dans n'importe quel pays en vrai. Hein. Franchement, ça vous pouvez très bien le faire, ça dépend de votre budget, de votre motivation, mais ça c'est faisable dans tous les pays du monde. C'est pas... Il y en a certains, ils vont déjà pas les visiter à l'autre bout de la France, et pas pour en faire plus. Hein. Là, ils vont vraiment prendre, non, moi le chien, je veux pas faire plus de 50 km pour aller le chercher. Moi, 4 coins de la France, je m'en fous, je peux même aller en Belgique ou autre, si vraiment. Et les trois quarts du temps, jusque-là, avant que je puisse trouver l'élevage à 3 heures de chez moi, donc je suis en Normandie, jusque-là, tous les élevages que je voyais, ils étaient à 10 heures de route de chez moi, fallait que j'aille totalement dans le sud. Donc, moi, pour le coup, je m'en fous. D'ailleurs, ce qui me fait rire, parce que j'en parlais une fois avec une fille où je disais que moi, tous les chiens que je voulais, ils étaient dans le sud, alors qu'elle, tous les chiens qu'elle voulait, ils étaient dans le nord. Alors qu'elle était du sud. Hum, Plus de transparence sur la santé des parents, le suivi, les garanties, non. Ça, je vois pas en quoi ce serait plus transparent parce que des éleveurs magouilleurs qui font des mensonges, qui inversent des tests de paternité, qui font des mélanges d'ADN et des fausses déclarations, même au niveau du LOF, il y en a plein. Donc non, ça n'assure rien du tout. Ne pensez pas qu'en prenant français, vous allez prendre le truc le plus garanti possible. On n'est pas les meilleurs, faut arrêter un petit peu de dire que la France est la meilleure. Quoi. Surtout en matière de protection animale. Moins de stress pour le chiot qui voyage moins longtemps, ça c'est sûr. C'est sûr que moi, si je lui fais faire que 3 heures de route, c'est surtout qu'il vient de quitter sa famille et compagnie. Quand en plus tu lui fais subir du transport d'avion, de train, machin. Bon, s'il faut, il faut. C'est un mal à passer pour le coup. Mais derrière, en fait, il va se reposer et après ça ira mieux. Faut pas juste se dire non, mais je vais le prendre qu'à 1 heure parce que le pauvre. Non, moi, mais c'est sûr que si en prenant en France, il y aura quand même moins de stress subi pour le chiot. Et j'imagine pas les pauvres pitchouns prendre l'avion alors que ils sont encore tout petits et qu'ils comprennent rien, ça doit être vachement effrayant. Mais alors, que choisir? Quels critères personnels priment dans ce choix? Budget, éthique, disponibilité de la race? Moi, pourquoi je décide de prendre en France, comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai essayé de me renseigner à l'étranger. Des fois, c'est pas, je dis qu'il faut pas lésiner sur le montant, mais je n'ai clairement pas envie de mettre 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros dans un chien. Certains me diront, oui, mais regarde, quand tu divises sur le nombre d'années de vie qu'il a, oui, mais j'ai pas envie. C'est. Voilà, c'est un choix personnel, je cherche pas à tirer le plus vers le bas, mais j'ai mon budget sur lequel j'ai toujours acheté mes chiens et je compte rester à peu près dans le même budget qui est d'environ 1000 euros. Et puis si jamais elle arrête le frog en France et que je dois retourner de nouveau en Allemagne, je referai mes recherches et je me renseignerai, je verrai si au niveau de la Belgique ils le refont pas, je me renseignerai, etc. Mais si vraiment, mais si non, si j'en ai en France, autant rester en France, pourquoi pas, si ça me convient sur tous les autres critères. Y a-t-il des cas où acheter à l'étranger reste-t-il la meilleure option? Euh, je pense que oui, même si bon, maintenant il y a même en France ils veulent travailler aussi ce qui se travaille à l'étranger. Je pense notamment au berger allemand ou maintenant la Deutscher Schäferhund, donc le pareil toujours de la lignée allemande. La lignée allemande est en train de rattraper pas mal de races mondiales. Donc le berger allemand est retravaillé à l'ancienne et je sais pas s'il y a des élevages qui les reproduisent maintenant en France, mais tout arrive petit à petit.
Mais oui, il y a des races comme ça, quand ils sont il y a des pays qui sont les seuls à les retravailler de manière éthique et de manière santé. Bah oui, bah faut aller en Allemagne pour en Allemagne. Oui, en Allemagne si besoin pour ça. Mais j'avoue que si un jour j'avais la certitude que l'élevage de Boston Terrier de 20 kilos. Parce qu'après, en plus, je disais que je voulais pas prendre de Boston Terrier parce qu'ils ont ce côté un peu trop terrier, un peu trop speed qui est pas mal atténué sur le. Sur ceux de 20 kilos, ils ont plus un comportement de boxer que de terrier. Donc, ouais, je pense que par contre, si je voyais que ça se travaillait vraiment en Allemagne, je pense que le Boston Terrier, j'irais en chercher vraiment un là-bas. Et pareil, à l'heure actuelle aussi, bah, au niveau de la France, moi, c'est le seul compromis que j'ai trouvé, c'est d'avoir justement les frogs en France, donc un croisement direct entre le bulldog français et le carlin, je le rappelle. Mais pour d'autres cas, pour l'instant, en dehors du Pays-Bas et de l'Allemagne et la Suisse, je crois que je vois pas ailleurs de travail des rétromobs, donc le travail du carlin à l'ancienne. Ça, pour l'instant, en France, ça n'arrive pas, parce que les gens sont encore trop concentrés sur l'exotique. Ils ont trop primé l'exotique avant le retravail du type. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour le chien, pour soi ou pour son avenir? Oui, bah justement dans ce cas précis, euh, si on veut justement un chien qui peut avoir la chance d'avoir un avenir et qui ait une bonne santé, une bonne vie, etc., ben je préfère aller prendre un chien et privilégier les élevages qui vont nous produire des chiens en santé. Déjà que souvent les petits molossoïdes sont traités de chiens handicapés. Bah, si on pouvait leur prouver le contraire, qu'on sait pas parce qu'on a un côté brachycéphale et un nez un peu carré, un peu plat, bah, on peut finalement le rallonger un peu, etc. Et qu'on peut quand même être en santé en ayant un physique comme celui-ci. Donc voilà, en conclusion, un choix qui engage pour toute une vie. Ce neuvième épisode montre qu'acheter un chien en France ou à l'étranger, ce n'est pas seulement une question de prix ou de disponibilité. C'est un choix qui touche à la santé du chien, à l'éthique et au bien-être animal. Dans le prochain épisode, on parlera de la grande question de la préparation du budget pour l'arrivée de son chien, parce qu'au-delà de l'achat, il y a une vie entière à prévoir. Merci d'avoir partagé un moment avec moi, et à très vite pour la suite de l'aventure canine.